Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Le décès de Valéry Giscard d'Estaing, il avait 94 ans. Il est décédé dans sa propriété d'Auton, dans le Loir-et-Cher. Vous avez écrit une immense intelligence à propos de lui. Un héros de la liberté et de la lutte contre le communisme. Sa défaite en 1981 a marqué pour la France un tournant vers le déclin. Oui, il incarnait, je crois, une France tournée vers le progrès, vers la modernité. Il a incarné, je crois, une forme de modernité sociétale. Oui. L'IVG, le vote à 18 ans, c'était... Divorce par consentement le divorce mutuel. par consentement mutuel au plan... Un secrétariat d'État à la condition féminine. Bien sûr, donc il a eu ce temps d'avance où cette volonté de donner à la France une ouverture, le TGV, c'est aussi cette France du progrès qu'il incarnait. Oui, donc enfin, un tournant vers le déclin, mais enfin, il a doublé le chômage en 7 ans. Hein. Il a été aussi le président qui a subi la crise, puisque le choc pétrolier 73-74, c'est vrai. Il y a fait face avec Raymond Barre, et je crois que si on compare la dette de son époque à aujourd'hui, il y a eu une légère dégradation, on va dire. Oui. Pour être dans la modération. Vous êtes gaulliste, couple Absolument. Infernal avec Jacques Chirac. Finalement, c'est le tombeur du gaullisme. Valéry Giscard d'Estaing, il s'est toujours battu. Il a toujours marqué son opposition au gaullisme. Toujours, 1974. Il a été ministre du général de Gaulle. Il avouait lui-même que la personnalité qu'il vénérait le plus, c'était le général de Gaulle. Dans ces couples, il y a peut-être toujours un peu des incompréhensions, mais il a été ministre des Finances, là aussi dans la grande période gaullienne. Et après, c'est vrai qu'il y a eu ces différences. Avec le RPR, moi, je viens du RPR. J'ai été chiracienne, donc on a eu des relations difficiles. Une période que personnellement, j'ai pas connue en tant qu'élu, je l'ai connue en tant que militant RPR, jeune militant RPR. Et c'est vrai que vous battiez contre lui. Il y avait des convictions, il y avait de l'énergie. Oui. Libéral, très pro-européen. Très pro-européen. Il voulait même présider l'Europe. Hein. Rêvons d'Europe, disait-il. Et il a porté aussi cette réforme, cette idée de constitution européenne avec un point très important que j'ai repris plus tard modestement sous une forme de proposition de loi constitutionnelle pour la France, d'inscrire les racines chrétiennes dans la constitution européenne. C'est pas neutre parce que ça rappelle d'où nous venons, qui nous sommes, et peut-être où nous ne voulons pas aller. Et ça, c'est un point, malheureusement, il a échoué sur cette réforme, mais ça aurait été une avancée considérable. Et il a eu cette conviction et cette intuition. Et puis, un président incompris, un peu oublié des Français. Il a été élu en 74 de justesse, et il a été battu aussi de justesse en 81. Donc voilà, c'est une France... Une parenthèse, quoi. Non, je ne crois pas que ça soit une parenthèse. Je suis un peu dur, parce que les deux fois, ça s'est joué à peu. Donc il y avait une France divisée quasiment... à part égale. Il y avait une aspiration aussi à l'alternance, au changement qu'a incarné François Mitterrand en 81. Mais je crois que cette modernisation du pays, ce qu'il incarnait, restera. Il a permis l'alternance. Pardon, je suis un peu... non ? Ben oui. Ou il a subi. Oui, il a subi. Bon, de son point de vue. Il est décédé du Covid-19. Le Covid-19, on parlait de la vaccination, stratégie du gouvernement sur les vaccins présentée aujourd'hui par Jean Castex. Vaccination non obligatoire. Vous pensez qu'il ne fallait pas imposer la vaccination ? Écoutez, moi, je pense que la vaccination constitue une formidable espérance. Je considère qu'on sortira définitivement de cette crise grâce au succès des vaccins. Et il faudra que les Français aillent massivement se faire vacciner. Pour cela, vous ne comprenez pas toutes celles et ceux, jusqu'à des professeurs de médecine qui ne recommandent pas la vaccination et même s'insurgent. Non seulement je ne le comprends pas, mais je dis même que certains propos ou certaines attitudes anti-vaccins venant de certains politiques, et encore pire de scientifiques, sont criminels. Parce que le vaccin a sauvé des millions de vies dans le monde. Tous les vaccins, on est le pays de Pasteur. Et quand je vois quelquefois ce scepticisme que la France est le pays qui a le plus de doutes ou d'inquiétudes sur le vaccin, ça me choque parce que la solution, elle est dans le vaccin. Alors,
qu'il convienne de prendre toutes les précautions sanitaires, naturellement, bien évidemment, mais avoir ces messages complotistes contre les vaccins, je le redis, pour moi, c'est criminel. Pour vous, c'est criminel. 100 millions de doses précommandées par la France. Est-ce que vous sentez que la France est prête ? Que le gouvernement est prêt ? On attend ce que va déclarer le Premier ministre. Je l'espère. J'ai posé la question à Jean Castex. C'était la dernière audition de la commission d'enquête dont j'ai été le rapporteur à l'Assemblée nationale. Il ne m'a pas répondu. On a demandé. Bon, c'est assez normal. Il prépare son plan. Vous savez, sur cette crise, la première vague, on a un peu le sentiment qu'elle se résume à l'échec des masques, que la seconde se résume peut-être à un échec plus relatif, mais en tout cas des tests avec la durée pour obtenir les résultats. Il faut que, pour éviter la troisième vague, parce que s'il y a troisième vague, ça sera l'échec du vaccin, trop tardif. Donc il faut que s'il y a troisième vague, c'est l'échec d'Emmanuel Macron. Ça sera l'échec, en tout cas, du vaccin. Mais il ne faut pas qu'on ait cet échec. Moi, je souhaite la réussite. Aujourd'hui, cette crise est terrifiante. Elle a emporté 54 000 de nos concitoyens. 1,5 million de morts dans le monde. On est loin de la grippette dont parlaient certains. Et on le voit, on a tous des amis, des proches qui sont partis. Voilà, la grippette, c'était le professeur Raoult que vous avez soutenu un temps. Hein. Mais peu importe. Pardon, Éric Ciotti. Non, moi, j'ai soutenu personne. Oui, enfin, vos amis aussi, pas vous directement, peut-être, mais moi, je suis jamais rentré. Vous trouverez de ma part aucune déclaration sur cette controverse scientifique. Qui a fait beaucoup de mal, d'ailleurs. J'écris dans mon rapport qu'elle était déplacée. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans ce rapport parce qu'on n'avait pas de compétences pour le faire. Et moi, c'est vrai que là aussi, j'ai été choqué de voir des médecins s'écharper, se déchirer. Ça a altéré la crédibilité de la parole scientifique. Déjà qu'il y a un doute sur la parole publique, les Français croyaient en leurs médecins. Là, on a vu des débats qui, je pense, n'avaient pas lieu d'être, en tout cas dans leur virulence, qui est des débats scientifiques, qui doivent être traités, tranchés. Un politique, il n'a pas la capacité de savoir quel est le traitement et le bon. Il n'y a pas de médecin ou de médicaments de gauche ou de droite. J'ai vu à un moment qu'il y avait ces débats, je les ai trouvés très réducteurs pour ma part et personnellement, je n'y suis pas rentré. Bien, vous êtes rapporteur, vous êtes rapporteur de cette commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire et notamment sur la première crise sanitaire, celle du printemps dernier, 130 heures d'audition, plus de 50 personnes auditionnées, 6 mois de travail, rapport sur la gestion de l'épidémie, notamment la première vague. Alors, vous dites pilotage défaillant de la crise sanitaire par le gouvernement, manque de préparation, multiples retards, les masques, ensuite les tests. La deuxième vague a été mal anticipée. Des fautes ou seulement des défaillances ? Il y a d'abord... C'est un constat sur un état des lieux, mais il ne concerne pas que ce gouvernement. Quand je parle d'un manque d'anticipation face à une crise majeure, qu'elle soit sanitaire ou autre, ça pourrait être une catastrophe naturelle, on a établi très clairement qu'on a baissé la garde depuis 10 ans. Depuis une dizaine d'années, on s'est mal préparé. Nos stocks stratégiques ont été divisés par 2. Par exemple, les antiviraux, les antibiotiques qui sont stockés par l'État en cas de catastrophe, ça a été divisé de façon très, très dangereuse. On a vu le défaut de masques. 1,5 milliard de masques, en gros, en 2012, 97 millions à peine au début de la crise. Pourtant, il y a eu des alertes, il y en a eu en 2018, il y en a eu avant. Donc, on a quelque part, il y a des raisons, il y avait la menace terroriste, peut-être qu'on en a reproché en 2012 à Nicolas Sarkozy d'avoir trop fait, donc après ses prédécesseurs, on pensait qu'il fallait en faire moins. Est-ce qu'il y a des fautes ? Est-ce que des responsables politiques ont fauté ? Moi, j'ai toujours dit que le rôle de cette commission d'enquête n'était pas de faire un procès qui soit judiciaire ou un procès populaire. D'ailleurs, à quoi sert-elle ? Elle sert à faire des propositions aussi, à ce que ça ne se reproduise pas. Moi, j'ai tenu... C'est pas forcément le rôle d'une commission d'enquête. Une commission d'enquête, c'est justement de faire la lumière sur ce qui s'est passé. On a établi des failles. Pas à nous à dire s'il y a eu des fautes. D'autres autorités en sont saisies et elles feront leur travail. Moi, ce que j'ai voulu, c'est qu'on formule aussi des propositions. Et j'ai formulé une trentaine de propositions. Et notamment une qui me paraît essentielle, qui doit remettre du
temps long dans la politique. Parce que ce qu'on vit, on le vit sur cette crise, mais on le vit sur d'autres, sur la sécurité, on réagit aujourd'hui de plus en plus dans l'émotion. On réagit après que les événements interviennent. Donc il se passe un drame, il y a de l'émotion dans le pays, on fait un peu de communication, souvent beaucoup d'agitation, et puis après il y a de la banalisation. Là, il faut avoir une vision stratégique. C'est pour ça que j'ai proposé ce ministère de l'anticipation des crises, de la préparation du pays, qui dispose d'une administration, notamment du secrétariat général de la défense nationale, qui permettent de gérer les stocks stratégiques, de relocaliser aussi, parce que une des leçons terrifiantes de cette crise, c'est qu'on pensait que la France était le meilleur pays au monde en matière sanitaire, c'est la dépendance à l'étranger. On s'est vu que sur un produit aussi simple qu'un masque, on était incapable de le produire en France. Donc il faut relocaliser tout ce qui relève d'un intérêt vital pour le pays. Et je définis une liste d'équipements et de produits d'intérêt vitaux. Je dis qu'il faut au moins que ces produits, à 50%, soient produits en France. Donc ça, il faut engager ce travail. Il ne faut pas le faire après une crise. Ça se prépare 5-10 ans avant. Donc il faut le faire. Bien, que pensez-vous des décisions concernant les stations de sport d'hiver? Les remontées mécaniques fermées, vous êtes dans les Alpes-Maritimes, vous êtes concerné, votre département est concerné. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est logique de fermer les remontées mécaniques des stations de sport d'hiver pour Noël, pour les fêtes? J'ai l'impression qu'on est dans une mauvaise édition des bronzés font du ski. Là. Quand je vois le Premier ministre qui souhaite qu'il y ait un contrôle à la frontière uniquement pour les skieurs, et quand on regarde, c'est d'ailleurs un point que j'ai soulevé dans mon rapport, que la France a été sur le contrôle aux frontières totalement laxiste depuis le début de la crise du Covid. C'est d'ailleurs un des éléments qui peut-être ont fait que notre pays est un des plus touchés par cette crise. Parce qu'il l'est moins aujourd'hui. 4e pays qui a le bilan le plus lourd en Europe. On est 170 morts pour 101 millions d'habitants en Allemagne, 700 en France. Donc ça veut dire que par rapport à l'Allemagne, qui est le bon élève, c'est souvent le cas, de la classe même européenne. Même si l'Allemagne aujourd'hui connaît plus de morts que nous. Oui, mais elle est à 16 000, on est à 54, 17 000, 54 000, donc il y a 3... Mais vous contestez cette mesure. Mais par exemple, l'Autriche met en quarantaine 10 jours toutes les personnes venant d'une zone à risque. Mais il faut que ça s'applique à tout le monde. Pourquoi on n'a pas fait ça? Notamment, on a laissé, vous savez, au début de la crise, on l'a dit aussi, les vols depuis la Chine arrivaient sans quasiment aucun contrôle en France. Moi, je suis élu d'un département frontalier, les Alpes-Maritimes. C'est en Italie qu'est arrivée la première vague très très forte. On s'est battu, je me suis battu pour avoir un contrôle au moins aux frontières ou à l'aéroport de Nice pour dire il faut prendre la température. Il n'y a eu aucune mesure pendant des mois. Et là, on va contrôler les pauvres skieurs français qui iraient en Suisse. Il n'y en aura pas des millions. Non, mais il faut être raisonnable. Mais attendez, certains responsables de stations... Comment on va le faire? Certains responsables de stations... France, ça sera aléatoire. Certains responsables de stations françaises trouvent que c'est une bonne mesure. J'ai vu le patron de je ne sais plus quelle station, La Plagne, je crois, qui dit c'est bien. Ça va dissuader les Français d'aller skier ailleurs. Oui, mais en même temps, le patron de La Plagne, j'imagine qu'il demande la réouverture de La Plagne. Oui, donc évidemment. C'est pour ça Éric Ciotti, est-ce que ce n'est pas un débat de privilégiés? Non, je vous dis ça. Le ski, c'est pas un débat de privilégié. Vous savez, derrière, d'abord, il y a des Français qui aspirent à aller au ski. Il y en a des millions. Mais on peut aller au sport d'hiver sans faire de ski. Après une période qui est difficile, qui est dure. Il peut y avoir des gestes de protection. Sur un télésiège, il peut y avoir un siège sur 2 qui fonctionne. Il peut y avoir qu'un skieur sur ou 2 sur un télésiège. Oui, mais tout ça s'adapte. À partir du moment où de certains établissements où il y a un risque, j'en conviens. Vous savez, moi, je ne fais pas partie de ceux qui prônent l'ouverture des bars et restaurants tout de suite. L'ouverture systématique de tout. Moi, je considère que la crise est très grave, qu'il faut sauver des vies et que l'urgence sanitaire, elle prime. Mais là, pour la montagne, à l'extérieur, je le dis très clairement, moi je soutiens la démarche qu'a engagée Laurent Wauquiez, par exemple, dans notre département. En plus, nous, on a une forme de double peine dans les Alpes-Maritimes. Et on avait demandé un peu une spécificité. Il y a très peu de cas dans les Alpes-Maritimes. Nos vallées ont été
terriblement touchés par les intempéries. Et là, alors qu'on avait besoin un peu de ce redémarrage, de recruter des gens, des jeunes de nos vallées qui sont touchés, certains ont perdu leur emploi, leur entreprise. On ne peut pas ouvrir alors qu'il n'y a aucun cas et personne ne comprend. On voit, il y a des queues aujourd'hui dans les centres commerciaux. Hier, quelqu'un m'a envoyé une photo d'un centre commercial des Alpes-Maritimes où il y avait 500 personnes dans une queue et on va dire on ne va pas ouvrir nos stations. C'est un peu incohérent. Bien. Ce qu'il faut, c'est de la cohérence et de la justice dans ces mesures. C'est ce que comprennent pas les Français. Ils sont prêts à des efforts parce qu'ils font primer la sécurité, mais ils veulent de la cohérence. Éric Ciotti, teste de masse avant les fêtes dans 3 métropoles. C'est ce qu'a dit hier Jean Castex, ici même. Est-ce qu'il faut... il faut isoler, évidemment, les personnes affectées. Est-ce qu'il faut prévoir des sanctions pour ceux qui sortiraient? Non. Personnellement, j'y suis totalement opposé. Je crois qu'il faut en effet d'abord tester. D'autres pays d'Europe ont imposé des sanctions. Il faut tester très clairement et avec des délais de retour qui soient rapides. C'est pour ça que la deuxième vague part, parce que on teste massivement, peut-être trop massivement au départ, puisqu'il n'y a plus d'ordonnance, donc on teste tout le monde, certains se font tester des dizaines de fois, ça embolise les laboratoires, et il faut une semaine pour avoir les tests, donc la contagion se propage. Donc pas de sanctions. Non, j'y suis opposé. Bien, Éric Ciotti, parlons sécurité. Pour terminer, la loi sécurité globale que vous avez votée sera réécrite par le Sénat. Le Premier ministre l'a dit hier, et puis ensuite sera reprise lorsqu'elle reviendra à l'Assemblée nationale. Dites-moi, est-ce que les sénateurs républicains adopteront le texte en l'état? Sûrement pas. Sûrement pas. Ils vont le réécrire. Ils ont une grande. Vous l'avez voté. Ils ont une grande liberté. Il est bien ce texte pour vous, puisque vous l'avez voté. D'abord, ce texte n'est en rien à la hauteur des défis sécuritaires de notre pays. La violence n'a jamais été aussi élevée en France. On voit bien les tensions qu'il y a dans notre société. Les policiers aujourd'hui subissent chaque jour des agressions de plus en plus nombreuses. Les défis à l'autorité se posent. C'est un texte avec quelques mesurettes. Oui, mais non, mais d'accord. Mais parlons de l'article 24. Vous le trouviez bien? Vous aviez quelque chose à redire à cet article? Oui, moi, je l'avais dit chez vous d'ailleurs, c'était au mois de juin, et le lendemain, vous aviez M. Castaner qui s'y était opposé. Moi, j'ai été le premier à ouvrir ce débat. Proposition de loi, c'était au mois de mai. Je rappelle quelle était cette proposition de loi, pour que tout soit clair. Interdire la diffusion de l'image des policiers, gendarmes, policiers municipaux, agents des douanes, sous peine d'une condamnation à 15 000 € d'amende et à 1 an de prison. Alors, vous avez oublié un mot, c'est diffusion de l'image identifiable. Identifiable, donc, moi, ce que je souhaite, tout est là. Donc, c'est exactement l'article 24. Non, parce que moi, je voulais aller même, je voulais qu'on floute. Aller plus loin. Je voulais qu'on floute. C'était assez simple. C'est ce qu'a dit Darmanin à un moment donné. Oui, c'est vrai. Et ça ne met jamais en cause la liberté de la presse. Jamais personne. Tout le monde peut filmer, journaliste ou pas. Tout le monde peut diffuser, journaliste ou pas, simplement quand il y a une image identifiable, quand un CRS est casqué, masqué, on ne voit pas qui c'est. Mais quand il y a un policier en intervention, en interpellation, qu'on reconnaît, exposer son image, c'est l'exposer lui-même, c'est le mettre en danger. Mais c'est ce que dit Gérald Darmanin, ce qui a été contesté. Je comprends pas. Par la presse, contesté par... Vous ne comprenez pas ce débat. Voilà. D'abord, il y a derrière une forte pression de l'extrême gauche. Qui là a des desseins que l'on connaît. C'est déstabiliser la société, c'est attaquer les policiers, c'est en faire des cibles, déstabiliser tous les pouvoirs pour qu'eux-mêmes prennent le pouvoir, ce qui serait terrifiant. Et puis après, il y a une émotion légitime, mais peut-être sur une forme d'incompréhension, parce que on a pris le vecteur de la loi sur la presse. Et les journalistes, légitimement, disent « Attention, la liberté de la presse est en danger ». Donc, c'est là où il y a eu cette incompréhension. Donc, le Sénat va réécrire le texte, si j'ai bien compris, en s'inspirant de ce que vous aviez proposé. Il y a aussi une idée que j'ai entendue, que le gouvernement, l'exécutif, la majorité pourrait le faire dans le texte séparatisme, qui viendra sans doute avant et qui contient aussi des dispositions... pour éviter la propagation de la haine sur Internet. De joindre les deux.
Écoutez, moi, ma conviction, c'est que le gouvernement va enterrer ce débat. Voilà. La commission, commission, vous savez ce que disait Clémenceau, quand il y a un problème, on crée une commission pour l'enterrer. La commission, là, oui. Moi, j'ai le sentiment, on peut faire le pari, mais c'est pas. Si vous voulez. L'enjeu est, j'allais dire, il est modeste, mais il est important pour les forces de l'ordre. Mais je suis certain que là-dessus, le gouvernement va reculer, parce que je le disais tout à l'heure, on est souvent dans l'émotion. Et ce qu'il faudrait, je le dis au ministre de l'Intérieur, je lui ai dit en commission lundi, c'est que face à la gravité de la situation, face à la paupérisation de la police, il a dressé un très bon constat lundi, mais c'était terrifiant pour ses prédécesseurs. Monsieur Castaner, il a dû voir ses cheveux se hérisser. C'était une charge totale. Monsieur Macron, qui est président de la République depuis 3 ans et demi, c'était un bilan très, très lourd qu'a dressé Gérald Darmanin. Ce qu'il faut, c'est une grande loi d'orientation, de programmation. Et ce que nous a dit Gérald Darmanin, personne ne l'a relevé lundi, c'est qu'elle n'aura pas lieu dans ce quinquennat. Il a dit c'est le futur président de la République, il a rajouté qu'il souhaitait que ça soit Emmanuel Macron, qui devrait appliquer cette loi de programmation. Il faut arrêter avec les déclarations, les fausses polémiques, parce que ça fait aussi du mal aux policiers. Les policiers, ils souffrent. Ils doivent avoir le soutien de la population parce qu'ils sont les remparts contre la tyrannie politique ou la tyrannie de la violence. Merci Éric Ciotti. 8h54 RMC et BFM TV.